Vous vous tenez dans une tombe intacte pendant 4000 ans. Votre lampe de poche attrape la lueur de l'or, un masque de mort, impeccable et divin. Mais en dessous se trouve un cauchemar. Ce garçon, adoré comme un dieu vivant, mourait de l'intérieur. Ses os se tordaient. Son souffle a travaillé. Pourquoi? Parce que ses parents étaient des frères et sœurs. Ses grands-parents étaient des frères et sœurs. Toute sa lignée se noyait dans sa propre pureté divine. Ce n'est pas de la fiction. C'est l'histoire vraie de la façon dont les dirigeants les plus puissants de la terre, les pharaons égyptiens, se sont détruits, une génération à la fois. Imaginez être né dans un palais d'or, avec des prêtres déclarant votre sang divin. Mais chaque pas que vous faites ressemble à la douleur. Vous êtes un enfant de Dieu, ou du moins disent-ils. Mais votre corps raconte une autre histoire. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons ne croyaient pas simplement qu'ils étaient des rois, ils croyaient qu'ils étaient des dieux sur terre. Compartifs vivant d'Horus, descendants de Ra. Et les dieux, ont-ils dit, ne pourraient jamais épouser des mortels. Cela signifiait des frères et sœurs épousant des frères et sœurs. Encore et encore. Génération après génération. Cela a commencé par la dévotion, une croyance que le sang divin doit être protégé à tout prix. Mais ce qui a commencé comme la pureté spirituelle est devenu un destin biologique. Le premier pharaon a épousé sa sœur, pensait qu'il préservait la sainteté. Ses prêtres hochaient la tête. Ses conseillers ont calculé le gain politique. Personne n'a demandé ce qui arriverait à leurs enfants. Au début, les signes étaient subtils. Une mâchoire qui s'engageait trop loin en avant, un pied de club ici, une mortinescence là-bas. Les prêtres ont appelé ces marques de divinité. Les enfants divins, ont-ils dit, sont les différents pour une raison. Mais la vérité était plus sombre. Chaque mariage de frères et sœurs était un tirage au sort génétique, un pari silencieux avec un jackpot dévastateur, déformation, maladie, mort prématurée. Et parce que les dégâts se sont construits lentement, comme les sédiments dans le Nil, personne n'a vu l'image complète. Ou peut-être qu'ils ne voulaient pas. Les pépinières royales sont devenues les champs de bataille cachés du mensonge sacré de l'Égypte. Les nourrissons qui ne pouvaient pas survivre. Enfants qui ne pouvaient pas marcher. Héritiers décédés avant leur couronne. Tout s'expliquait avec des prières et du rituel. Le peuple a toujours vu le pouvoir, l'or et la divinité. Mais derrière les murs du palais, la vérité s'est issue. Ces dirigeants divins devenaient fragiles. Cassables. Humains. C'est le début d'une tragédie de 3000 ans, où le pouvoir, la croyance et la biologie sont entrés en collision de la manière la plus catastrophique imaginable. Et aucune dynastie n'a montré cela plus clairement que celle qui a donné naissance à un garçon avec un crâne comme un melon, une promenade comme un mou et un nom qui résonnerait à travers l'éternité. Akhenaton. 1353 BCE. Le Nil brille sous le soleil égyptien. À l'intérieur d'un grand palais, un enfant est né, un prince destiné à devenir l'un des pharaons les plus radicaux de l'histoire. Mais même en tant que bébé, Akhenaton, différent. Son crâne est anormalement long, étiré comme de l'argile douce. Ses hanches sont larges, presque féminines. Sa poitrine gonfle anormalement, ressemblant à une femme plus que celle d'un guerrier. Ce n'est pas un héritier ordinaire. Et pourtant, le tribunal ne dit rien. Les chuchotements remplissent le palais. Les serviteurs s'inclinent, puis regardent rapidement. Les courtisans parlent en énigmes. Les prêtres inventent des mythes élaborés pour expliquer sa forme. Après tout, les dieux travaillent de manière mystérieuse. Et si c'est le fils des dieux, ne devrait-il pas ressembler à un mortel? Les parents d'Akhenaton, eux-mêmes des produits du mariage de frères et sœurs, ne remettent pas en question les déformations. Ils les voient comme des signes divins. Mais le garçon grandit dans un corps qui trahit toutes les attentes de force. Sa réflexion dans le bronze poli se moque des statues de ses ancêtres. Sa marche est incertaine. Sa voix, étrange. Sa présence, troublante. Et quand il monte finalement le trône, Akhenaton fait quelque chose qu'aucun pharaon n'avait osé auparavant. Il brise l'illusion. Il ordonne aux artistes royaux d'arrêter de mentir. Les sculptures et les fresques de son règne ne montrent plus la perfection ciselée et Dieu. Au lieu de cela, il révèle la vérité troublante, les crânes allongés, les corps doux, les ventres saillants. Pas seulement du roi, mais de toute sa famille. Les historiens ont autrefois appelé cela une révolution artistique. Mais ce n'était pas le cas. C'était un tollé émotionnel. Un rejet du masque. Akhenaton n'était plus disposé à faire semblant. Si son corps était divin, les dieux doivent ressembler à ceci. Il épouse Néfertiti. Ensemble, ils ont 6 filles.
Les archives judiciaires chuchotent des fils, mais aucun ne survit. Les filles qui vivent héritent des mêmes caractéristiques troublantes, tête longue, visages étroits, membres maladroits. Les artistes royaux les peignaient comme des êtres célestes, rayonnants et élégants. Mais derrière des portes fermées, les serviteurs tendent à leur faiblesse, les protègent du soleil dur et les portent lorsque leurs jambes échouent. En public, ils sont divins. En privé, ils sont brisés. Et ainsi commence la quête désespérée d'Akhenaton, non seulement pour changer la religion, mais pour échapper à la malédiction écrite dans son sang. Akhenaton ne relaie pas l'art, il remodèle la croyance. Il abandonne tout le panthéon des dieux égyptiens, laissant des siècles de tradition pour adorer un Aten, le disque du soleil. Il se déclare TH seule voix de cette nouvelle divinité, la seule à pouvoir parler aux divins. Les prêtres sont dépouillés de puissance. Les temples sont fermés. Les anciens dieux se taisent. Ensuite, il construit une nouvelle ville dans le désert, Akhetaten, Amarna moderne. Un endroit où aucune ombre passée ne s'attarde. Une ville élaborée de pierres blanches, ouverte au soleil flamboyant, intacte par les traditions corrompues de Thèbes. Mais c'est plus qu'une déclaration spirituelle. C'est l'isolement. Isolement génétique. Ici, loin des vieilles lignées et des prêtres vigilants, Akhenaton s'entoure de son cercle intérieur, sa femme, ses filles, ses parents survivants. La famille vit ensemble, règle ensemble, se marie ensemble. Et avec cela, la spirale génétique continue. L'art de cette période est obsédante. Pas symbolique, pas idéalisé. Réel, douloureusement réel. Vous voyez la famille royale posée dans l'affection, mais elles ont l'air étrangères. Les enfants avec des crânes plus grands que leur torse. Bras trop minces. Les jambes qui ne supportent pas. Les parents avec des fonctionnalités reflétées exactement dans leur progéniture, des déformations transmises comme des héritages. Certains chercheurs modernes croyaient autrefois que ces images étaient stylisées. Mais les reconstructions médico-légales et les tests ADN des momies royaux racontent une histoire différente. Ce n'était pas de l'art. C'était la documentation. De la consanguinité si grave, même la propagande ne pouvait plus l'effacer. Et puis, comme une flamme vacillante, Akhenaton est parti. Il meurt jeune. Très probablement du même cocktail génétique qui a déformé son corps de la naissance. Sa ville est abandonnée. Son Dieu, oublié. Les prêtres reviennent. Ses monuments sont dégradés. Son nom, maudit. Mais son héritage ne se termine pas par sa mort. Parce que de sa ligne vient un garçon, fragile que même lui. Un enfant roi qui peut à peine marcher. Un héritier divin qui devient le visage de l'Égypte ancienne des milliers d'années plus tard. Le fils d'Akhenaton. Son nom, Toutankhamon. Et la malédiction qui a commencé il y a des générations atteint son point culminant dévastateur dans les os d'un adolescent enterré avec plus de 130 bâtons de marche. Imaginez être couronné un dieu à l'âge de 9 ans. Votre peuple s'incline devant vous. Votre nom est sculpté en pierre. Vous vous asseyez sur un trône doré, parce que vous ne pouvez pas supporter sans aide. Toutankhamon était adoré comme un pharaon divin, mais à l'intérieur des murs du palais, il n'était qu'un enfant luttant contre un corps qui avait été saboté avant la naissance. Son pied gauche s'est tordu vers l'intérieur dans un pied de club sévère. Sa colonne vertébrale se courba anormalement, le forçant à des positions douloureuses. Sa poitrine était mal formée, son système immunitaire faible, chacun de son souffle une rébellion tranquille contre le poids des générations. Il a boité dans la vie entouré de luxe, mais isolé par la déformation. Plus de 130 bâtons de marche ont été trouvés dans sa tombe. Pas des symboles de statut, mais des nécessités. Certains étaient simples, d'autres gainés d'or. Mais tous étaient des outils pour garder l'illusion en vie. L'illusion que le dieu roi de l'Égypte était entier. Son épouse, Ankhésénama, était également sa demi-sœur, un autre produit du mariage des frères et sœurs. Ensemble, ils ont essayé de produire un héritier. Mais le même poison qui coulait dans leurs veines l'a rendu presque impossible. Ils avaient au moins 2 filles. Les 2 étaient morts-nés. Leurs minuscules corps momifiés ont été enterrés à côté de lui, un rappel silencieux et déchirant de ce que cette lignée ne pouvait plus donner. Les portraits de Toutankhamon étaient des mensonges. Les artistes ont évité le réalisme, choisissant des images idéalisées plutôt que la fragilité. Dans la vie, il a lutté. Dans la mort, il a été mythologisé. Mais même les meilleurs artistes ne pouvaient pas cacher la vérité à partir du temps. Les tomodensitogrammes modernes et l'analyse génétique ont tout révélé. Des défauts congénitaux, une nécrose dans son pied,
Son paludisme, ses immunitaires et le plus accablant de tous, sa filiation. Sa mère et son père étaient des frères et sœurs pleins. Il était le produit de la consanguinité si proche que la science moderne voit rarement son comme. Toutankhamon n'est pas mort au combat. Il n'est pas tombé avec des assassins ou des intrigues politiques. Il est mort parce que son corps ne pouvait pas continuer. Une fièvre, probablement du paludisme, l'a submergé. Son cadre fragile ne pouvait tout simplement plus se battre. Et dans une dernière touche d'ironie, c'est sa mort tragique, et la tombe intacte qu'elle a laissée, qui le rendait immortel. Mais dans la vie, il était juste un garçon écrasé sous une couronne qu'il n'a jamais été assez forte pour porter. L'histoire de Toutankhamon aurait dû être un avertissement, un dernier chapitre d'une sombre saga d'obsession de lignée. Mais ce n'était pas le cas. Des siècles ont passé. Les dynasties se levèrent et tombaient. L'Égypte a été envahie, conquise et revendiquée par des puissances étrangères. Et puis est venu Alexandre le Grand. En 332 avant notre ère, il a balayé l'Égypte comme une tempête. Le conquérant macédonien a été accueilli en tant que libérateur, déclaré pharaon par des prêtres égyptiens. Il est mort jeune, mais son empire a fracturé et l'Égypte a été remise à l'un de ses généraux, Ptolémée. Ptolémée n'a pas seulement pris le trône. Il a pris la culture, les temples, les rituels divins, et le plus tragiquement, l'idéologie. Il a regardé les anciennes peintures murales, les sculptures des dieux épousant leurs sœurs et a pris une décision fatidique. Si les rois égyptiens épousaient leurs sœurs pour préserver le sang divin, alors il aussi. Et a ainsi commencé l'un des plus extrêmes des expériences en consanguine royale du monde ont jamais connu. Les Ptolémémies n'étaient pas égyptiennes par le sang. Ils étaient grecs, directrices étrangères dans une terre conquise. Mais pour légitimer leurs règles, ils ont adopté les coutumes égyptiennes, y compris le mariage des frères et sœurs. Pas aussi rares exceptions, mais comme une politique institutionnelle. Frère a épousé sœur. Leurs enfants ont répété le cycle. Encore et encore. Pendant 300 ans. L'arbre généalogique royal est devenu une boucle fermée, les mêmes noms faisant écho à des générations comme une malédiction. Le fondateur a épousé sa sœur. Leurs enfants se sont mariés. Leurs petits-enfants ont fait de même. Les cousins sont devenus conjoints. Les nièces sont devenues des reines. La boucle génétique s'est resserrée à chaque génération. Derrière les portes du palais, ce ne sont pas des arrangements politiques avec une noblesse lointaine. C'étaient des enfants élevés ensemble, jouant côte à côte, sachant qu'ils seraient un jour forcés de se coucher ensemble. L'horreur psychologique était aussi profonde que les conséquences génétiques. Et au moment où la dernière reine est née, le pharaon le plus célèbre de l'histoire, les dégâts ont été causés. Son nom était Cléopâtre. L'histoire se souvient d'elle comme une beauté, une séductrice, une reine qui a amené Rome à genoux. Mais Cléopâtre a également été le dernier résultat de 250 ans de mariage pour frères et sœurs. Son histoire n'est pas seulement une politique et une passion. C'est le dernier chapitre de la saga génétique la plus dévastatrice d'Égypte. Lorsque les gens entendent le nom de Cléopâtre, ils imaginent une superbe reine, charismatique, séduisante, drapée en soie et en or, commandant des empires avec un coup d'œil. Mais la vérité est plus obsédante que le mythe. Cléopâtre est née en 69 avant notre ère. Près de 250 ans après Ptolémée, j'ai commencé sa dynastie de règne incestueuse. Au moment où elle est entrée dans le monde, le pH génétique avait déjà remodelé son arbre généalogique en quelque chose de grotesque. Les noms bouclés sans fin. Les rôles familiaux flous. Les cousins étaient des frères et sœurs. Les frères étaient des maris. Le même sang a cyclé, non dilué, pendant des siècles. Son apparence physique, souvent peinte par Hollywood comme irrésistible, était probablement très différente. Les pièces romaines et les portraits contemporains montrent une femme avec un nez proéminent, une forte mâchoire, des caractéristiques éventuellement intensifiées par des générations de consanguinité. Elle n'était peut-être pas belle selon les normes traditionnelles, mais ce qui lui manquait, elle a compensé avec une brillance. Elle a parlé au moine œnologue. Elle a fait ses études en philosophie, astronomie, mathématiques. Elle pouvait tenir le coup en débat avec les esprits les plus savants de son âge, un exploit rare pour quiconque, sans parler d'une femme royale. Son intelligence était sa rébellion contre un héritage de décomposition. Mais même son esprit ne pouvait pas échapper à la biologie. Cléopâtre a également été forcée dans le cycle. Elle a épousé ses jeunes frères, les deux Ptolémies, comme le demandait la tradition. Les mariages étaient cérémoniels, mais les implications étaient les mêmes.
La légitimité de ces enfants dépendait de préserver l'illusion du sang pur. Et pourtant, dans ses liaisons secrètes avec Julius César et plus tard Marc-Antonie, nous apercevons autre chose. Pas seulement la stratégie politique, mais le désespoir génétique. Ces amants romains étaient forts, étrangers, non contactés par la pourriture dans la lignée de Cléopâtre. Ses enfants avec eux, Césarion et les jumeaux avec Antonie, étaient sa chance de briser le cycle, pour sauver sa lignée de lui-même. Mais Rome n'avait aucune pitié. Après le suicide de Cléopâtre, que ce soit par morsure de serpent ou poignard, ses enfants ont été traqués. Césarion a été exécuté. Les jumeaux ont disparu. La ligne a été coupée. Avec la mort de Cléopâtre en 30 avant notre ère, le dernier pharaon est tombé. Mais plus qu'une dynastie politique est décédée ce jour-là. Une expérience génétique entière, qui a duré des siècles, a consommé des générations et a laissé des corps et des tombes comme héritage, a pris fin. L'histoire de l'Égypte de la consanguine royale n'était pas une ligne droite de déclin. C'était un cycle, une boucle terrifiante de destruction et de récupération qui s'est déroulée au fil des siècles. Cela a commencé tranquillement. Dans l'ancien royaume, à l'époque des pyramides, nous voyons les premiers indices du mariage de frères et sœurs. Des pharaons épousent des sœurs, pas toujours, mais assez pour jeter les bases. À l'époque, les dégâts étaient minimes. Une génération pourrait survivre. 2 pourraient faire face. Mais les fissures avaient commencé. Puis vinrent s'effondrer. Alors que l'Égypte s'est fracturée et reconstruite, les pharaons du royaume du milieu ont fait un choix différent. Ils ont épousé des princesses étrangères, formant des alliances avec la Nubie, la Libye et le Proche-Orient. À chaque mariage royal, de nouveaux gènes sont entrés dans la lignée. Les momies de cette époque racontent l'histoire. Épines plus droites, os plus forts, durée de vie plus longue. La diversité a restauré l'équilibre. L'Égypte a prospéré. Mais le pouvoir a un moyen de tordre la mémoire. Au moment du nouveau royaume, l'ambition est revenue. Tout comme la consanguinité. Les pharaons ont recommencé à épouser des sœurs, des cousins, des nièces. La famille d'Akhenaton a poussé cela à l'extrême, et le résultat était visible dans leur art, leur corps, leurs enfants. Ensuite, un autre pivot. Les dynasties après Amarna ont de nouveau ouvert leurs portes. Ils ont amené des reines nubiennes, assyriennes et libyennes. Pendant un certain temps, l'Égypte a prospéré. Les cicatrices génétiques se sont ramollées. La momiesse de cette période montre des tissus plus sains, moins de déformations et une longévité accrue. Mais le cycle n'était pas terminé. Entrés dans les Ptolémies, conquérants étrangers de Macédoine. Ils ont vu les anciens dieux de l'Égypte et ont copié les pires traditions. Pendant 300 ans, ils ont transformé la consanguinité en doctrine. À l'époque de Cléopâtre, la dynastie était une impasse génétique. Ce qui a commencé comme l'imitation est devenu le cas le plus extrême du mariage des frères et sœurs dans l'histoire humaine enregistrée. C'est un cycle qui enseigne une leçon brutale. La diversité génétique apporte de la force. L'isolement se reproduit. Et pourtant, aucune dynastie ne semblait la prose. Chaque vague de pouvoir a élevé la peur de la dilution. Chaque pic de l'Empire a déclenché un retour à la pureté. Chaque retour en consanguinité a planté les graines de l'automne suivant. Les preuves sont partout, dans les tombes, les os, les brins d'ADN. Au cours des millénaires, l'histoire égyptienne nous montre non seulement des cycles politiques, mais des cycles biologiques, un rythme de montée et de ruine gravé dans les cellules humaines. Et dans ces cellules, le passé parle toujours. Pour comprendre la tragédie génétique de l'Égypte, nous devons aller au-delà de la science. Au-delà des brins d'ADN et des os momifiés. Nous devons imaginer la douleur quotidienne de vivre à l'intérieur de ces corps royaux. Image se réveillant dans un palais d'or et d'encens. Vous êtes entouré de statues en marbre, de prêtres chuchotant des prières, des serviteurs à genoux à vos pieds. Mais avant même que vos pieds touchent le sol, vos spasmes de la colonne vertébrale de douleur. Votre poitrine est écrasée. Votre mâchoire est tellement mal alignée, même en mâchant mal. Vous êtes appelé un Dieu vivant, mais chaque souffle ressemble à une punition. C'était la réalité cachée des royales consanguines d'Égypte. Ils étaient isolés des autres enfants. Ils ne pouvaient pas nouer des amitiés, ne pouvaient pas courir, ne pouvaient pas jouer librement. Leurs seuls compagnons? Frères et sœurs qui partageaient les mêmes déformations, les mêmes limitations. Des cousins qui deviendraient conjoints. Leur monde entier est devenu un miroir de la souffrance génétique. Et il n'y avait pas de langue pour cela. Aucun mot pour gène récessif ou mutation.
Seule la compréhension tacite, quelque chose ne va pas avec nous, et personne ne peut le dire à haute voix. Le palais était une prison avec des barres dorées. Imaginez être une jeune princesse, élevée en sachant que votre mari serait votre frère, un garçon avec qui vous avez joué une fois quand j'étais enfant, qui s'attendait maintenant à perdre vos enfants. Chaque grossesse un pari avec la nature. Ce bébé sera-t-il né en vie? Va-t-il survivre la première année? Ou rejoindra-t-il les minuscules nourrissons momifiés enterrés dans des chambres secrètes, enveloppés dans des draps imbibés de chagrin d'une mère? Certaines reines ont disparu des dossiers après trop de grossesses ratées. D'autres se sont tournées vers le vin, l'opium ou l'isolement. Derrière les temples et les parchemins, derrière les prières et les cérémonies, se trouvaient des femmes qui ne pouvaient tout simplement pas supporter de voir un autre enfant mourir. Et les hommes? Beaucoup ne vivaient pas assez longtemps pour régner. Ce que la science moderne explique avec clarté. 25% de chances de double gène récessif dans les syndicats de frères. Les anciens ont subi une punition divine. Ils l'ont vu, mais ne le comprenaient pas. Et parce qu'ils croyaient que leur souffrance était sainte, ils n'ont jamais cessé de répéter la cause. Ce n'était pas seulement un problème génétique. C'était humain. Spirituel. Une tragédie écrite non seulement dans le corps, mais dans le cœur. Les Égyptiens anciens croyaient que leur famille royale était maudite, vouée à souffrir et à mourir jeune. La malédiction des pharaons n'était pas seulement une légende effrayante. C'était une façon d'expliquer quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, leur propre ADN. La science moderne a confirmé que les mariages frères-sœurs répétés avaient créé un goulot d'étranglement génétique. Cela a forcé de nombreux troubles récessifs à émerger, les troubles généralement cachés dans la population plus large. Un cas célèbre est Pharaon Toutankhamon, King Tut. Malgré ses tombes dorées et ses trésors, son corps a montré de nombreux signes de maladies génétiques. Il avait un pied de club, une fente palatine et peut-être le paludisme. Il est probablement décédé jeune en raison de complications de ses problèmes de santé, une conséquence directe de son héritage consanguin. L'arbre généalogique de Toutankhamon est un exemple tragique de ce qui se passe lorsqu'un petit bassin de gènes fermé se poursuit au cours des générations. C'est comme jouer à la roulette génétique avec la vie de vos enfants. Les scientifiques ont extrait l'ADN des momies royales et cartographié leur génome. Ils ont trouvé un schéma, une quantité excessive de mutations nocives qui auraient dû être rares. Cette découverte révèle pourquoi la ligne royale de l'Égypte s'est finalement évanouie. Les dommages génétiques cumulatifs ont empêché les héritiers forts de survivre et de maintenir le pouvoir. En revanche, les nobles et les roturiers qui se sont mariés en dehors de ce groupe fermé avaient des gènes plus sains et plus diversifiés. La malédiction n'était pas un sort magique, c'était la réalité biologique. Pourtant, même avec des connaissances modernes, cette histoire parle toujours de quelque chose de plus profond. Il s'agit d'un rappel qu'aucune quantité de richesse, de pouvoir ou de revendication divine ne peut l'emporter sur les lois de la nature. Et que les êtres humains, aussi exaltés, sont des créatures fragiles prises entre le destin et l'ADN. L'histoire de la royauté égyptienne ancienne et de leurs difficultés génétiques offre plus qu'une simple fenêtre sur le passé. Elle contient des leçons importantes pour aujourd'hui. La consanguinité dans des familles isolées ou puissantes n'est pas unique aux pharaons. Tout au long de l'histoire, les dynasties royales du monde entier ont été confrontées à des risques génétiques similaires en épouser des parents proches pour maintenir des lignées pures. Aujourd'hui, la génétique nous aide à comprendre pourquoi cette pratique est dangereuse. Il augmente les chances que les gènes récessifs nocifs, qui sont généralement dormants, se rédigent et provoquent des maladies graves. La science nous rappelle également l'importance de la diversité génétique pour la santé et la survie. Un pool de gènes plus large signifie moins de troubles héréditaires, des systèmes immunitaires plus forts et une meilleure adaptabilité. Au-delà de la génétique, le conte des pharaons est une métaphore puissante de la façon dont l'isolement et l'arrogance peuvent entraîner une chute. Les rois croyaient que leur sang était sacré, intouchable et invincible. Mais la nature avait d'autres plans. Alors que nous sommes confrontés à des défis modernes, pandémies, crises environnementales ou divisions sociales, l'histoire de l'Égypte ancienne nous enseigne la valeur de l'humilité, de l'ouverture et de la coopération. Personne ne peut prospérer seul ou ignorer les forces qui façonnent la vie sous la surface. Que vous soyez un leader ou une personne quotidienne, il y a une vérité universelle ici. La survie dépend de la connexion, avec les autres, de la terre et des lois naturelles qui nous gouvernent tous. L'ascension et la chute des pharaons nous rappellent que le pouvoir sans sagesse et la tradition sans adaptation ne mènent qu'à la ruine. Pourtant,
Malgré toutes leurs difficultés, les pharaons ont laissé un héritage d'art, d'architecture et de culture incroyable qui inspire encore des millions. Leur histoire est un mélange complexe de brillance et de tragédie, une histoire édifiante enveloppée d'or. Et alors que nous regardons vers l'avenir, nous portons leurs leçons avec nous, un rappel intemporel que la véritable force vient de l'équilibre, de la diversité et du respect des forces hors de notre contrôle. Le voyage à travers la vie des pharaons égyptiens révèle un portrait vif de l'ambition humaine, de la fragilité et de la danse complexe entre le pouvoir et la nature. Leur triomphe dans la construction de monuments colossaux et le développement des premières sciences et de l'art nous montrent les sommets que l'humanité peut atteindre. Mais leurs défis génétiques et leur déclin éventuel nous rappellent les vulnérabilités qui viennent avec l'isolement et la tradition rigide. Aujourd'hui, alors que nous avançons dans la génétique, la médecine et la technologie, nous nous tenons à un carrefour un peu comme ces anciens dirigeants. Nous avons des outils pour manipuler notre propre biologie, mais avec cela s'accompagne d'une grande responsabilité. Les leçons des pharaons nous avertissent contre l'orgueil, l'idée que nous pouvons déjouer les lois naturelles sans conséquence. En même temps, leur héritage inspire l'espoir. Malgré les revers, la créativité humaine et la résilience brillent. Chaque pyramide, chaque artefact, témoigne de la persévérance et de la vision. Leur histoire nous encourage à chérir la diversité, dans nos gènes, nos cultures et nos idées, comme source de force. Ils nous poussent à rechercher des connaissances, à remettre en question les hypothèses et à rester humbles devant les vastes mystères de la vie. En fin de compte, l'histoire des pharaons n'est pas seulement un passé lointain. C'est un miroir reflétant nos propres difficultés et nos aspirations. Il nous invite à apprendre, à grandir et à construire un avenir où le pouvoir sert la sagesse et la tradition embrasse le changement. En honorant ces anciennes leçons, nous pouvons forger un chemin qui célèbre à la fois notre héritage et notre potentiel. Les ombres des pharaons peuvent être longues, mais leur lumière nous guide toujours, si seulement nous choisissons de le voir.